Le journal, Ibrahima Traoré. La grande édition de la mi-journée, voici le sommaire. Pour le bonheur d'un peuple, il faut des sacrifices. J'invite les Maliens à l'unité pour sortir le Mali de la crise. L'appel du président de la transition aux Maliens hier à l'union et au sacrifice pour le Mali, c'était à Koutiala lors de la fête du coton. Colonel Assimi Goïta y était pour saluer également les producteurs pour leur performance réalisée au cours de cette campagne qui vient de s'écouler. Nous l'entendrons dès le début de ce journal. Nous irons également à New York où la ministre en charge de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille achève son séjour. Wadidje Founé Koulibaly a pris part à la 66e session de la commission de la condition de la femme. Baraki Sawatara sera en ligne pour nous faire le point de ce voyage ministériel. L'actualité hors de nos frontières, d'abord c'est l'armée sénégalaise qui lance une opération militaire en Casamance, également des opérations militaires russes qui se poursuivent en Ukraine. Nous irons également en Algérie où le pays a rappelé son ambassadeur en Espagne. L'actualité, elle est également sportive et c'est Famourou Djourté qui sera là pour nous faire tout le point de l'actualité des sports. C'est avec vous dans une quinzaine de minutes. Famourou Djourté, quel sera le menu ? Bonjour Ibrahima Traoré. L'actualité sportive sur le continent est dominée par la publication des listes des différentes sélections nationales. Le sélectionneur national Mohamed Makasouba a dévoilé hier sa liste. Nous jetterons un coup d'œil sur la liste des Aigles du Mali. Toujours en football, nous parlerons des compétitions interclubs de la CAF, mais également de quelques actualités hors du continent. L'actualité des sports à ne pas manquer. À suivre en fin d'édition, Focus Santé qui s'intéresse ce dimanche au renflement. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonjour. Installez-vous confortablement tout de suite. Les détails. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, était hier samedi à Koutiala, dans la capitale de l'Or Blanc. Le chef de l'État est allé saluer et remercier les producteurs du coton ou de coton pour leur performance réalisée au cours de la campagne agricole 2021-2022. Au début de la campagne agricole, ils avaient pris l'engagement de redonner au Mali la première place des pays producteurs de coton. Un objectif désormais atteint, occasion pour le chef de l'État de les inviter à maintenir le cap pour réaliser d'autres performances. Le président de la transition en a profité pour appeler à l'union sacrée autour du Mali. Nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux Bourama Traoré et Ibrahima Koulibaly. Votre mobilisation est sans commentaire. Aujourd'hui est un grand jour, jour de satisfaction et de reconnaissance. Les chefs de village avaient promis de faire quelque chose d'inédit et ils l'ont fait. Grâce à eux, le Mali est devenu premier producteur de coton en Afrique. Ce que les cotonculteurs ont fait est un exemple pour tout le Mali. Le souci du gouvernement était la reprise de la culture du coton. Comme vous le savez, il y avait des difficultés liées au mauvais prix du kilogramme de coton et la cherté des intrants. Ces problèmes ont pu être résolus grâce au gouvernement et aux opérateurs économiques. Le Malikura signifie de réaliser des grandes choses pour le bonheur des Maliens. Ce que les producteurs du coton ont fait doit inspirer les professionnels d'autres secteurs tels que la santé, la sécurité, la justice. Pour le bonheur d'un peuple, il faut des sacrifices. J'invite les Maliens à l'unité pour sortir le Mali de la crise. Je souhaite que quand un Malien a des problèmes, que les autres se mobilisent. Nous ne devons plus commettre les erreurs du passé. Que Dieu bénisse le Mali, protège les Maliens et les producteurs.
Depuis lundi dernier, la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille séjourne à New York, aux États-Unis, où Adjidji Fune Coulibaly est à la tête d'une forte délégation. Elle a pris part à la 66e session de la Commission de la Condition de la Femme. Mercredi, la ministre a pris la parole au nom du Mali pour parler de l'impact des changements climatiques sur les femmes et les filles dans notre pays. La ministre a aussi fait beaucoup de rencontres pour renforcer les liens d'amitié avec les partenaires. Baraki Sawatara est en ligne de New York. Bonjour, que peut-on retenir de ce déplacement du ministre Ouadjidji? Bonjour Ibrahima Traoré et bonjour à tous nos auditeurs. Vous l'avez dit, c'est ce lundi que les travaux de la 66e session de la Commission de la Condition de la Femme se sont ouverts et le Mali était représenté par sa ministre en charge de la promotion de la femme, Ouadjidji Fune Coulibaly. Cette année, la session aborde l'une des questions les plus pressantes. Il s'agit de la crise climatique, la pollution associée à la pandémie de Covid-19 ainsi que les répercussions des conflits armés dont les femmes et les filles sont les premières victimes. Justement, mercredi dernier, en prenant la parole pour sa déclaration, la ministre a rappelé que les changements climatiques constituent l'une des principales causes de la crise sécuritaire au Mali et dans le Sahel avec leur impact néfaste sur la condition des femmes et des filles. Du haut de cette tribune, la ministre Ouadjidji Fune Coulibaly a lancé un appel à la communauté internationale à soutenir le Mali dans la résolution de la crise sécuritaire et dans son processus de refondation. En marge de cette session, la ministre a aussi échangé avec ses homologues nigériennes, marocaines, turques et iraniennes afin de nouer des partenariats fructueux pour le rayonnement de la femme malienne en particulier et de la femme africaine en général. Au-delà, la ministre et sa délégation ont effectué une série de visites. Elles se sont d'abord rendues à la mission permanente du Mali, MIPERMA, l'ambassade du Mali accréditée auprès des Nations Unies à New York, puis à l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population. Ouadjidji Fune Coulibaly a aussi tenu à rencontrer la diaspora malienne. Plus que jamais préoccupée par la situation actuelle du pays, la communauté malienne dit soutenir la transition dans toutes ses prises de décision. La ministre, à son tour, a rassuré ses compatriotes tout en les invitant au rassemblement sans exclusive pour l'intérêt supérieur du Mali. On peut donc dire, Ibrahima Traoré, que la 66e session de la Commission de la Condition de la Femme à New York aura été marquée par des rencontres de haut niveau qui promettent déjà de nouveaux partenariats entre le Mali et d'autres pays frères pour une meilleure condition de vie des femmes et des filles. Merci beaucoup Baraki Sawatara en direct de New York. Le point de l'actualité internationale dans d'autres régions dans quelques instants. Et direction le Sénégal où cela fait près d'une semaine que l'armée sénégalaise a lancé une opération militaire en Casamance dans le sud du pays. Cette opération vise selon l'état-major à démanteler les bases MFDC de la faction du chef rebelle Salif Sadio. Nouhoum Sissoko, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors les récents combats ont provoqué des déplacements de population dans la zone frontalière surtout. Quelques 6350 déplacés et réfugiés ont été enregistrés au total dans la zone de Foni-Kansala, au sud de la Gambie. Ce sont les premiers chiffres annoncés par l'Agence nationale de gestion des crises à Banjul depuis le début de l'opération militaire. Parmi eux, une majorité, 4508 personnes sont des déplacés internes, donc des ressortissants gambiens. 61% des ménages sont dirigés par des femmes, ajoute l'agence officielle, qui indique que ces personnes ne peuvent plus rester dans leur maison à cause de la proximité des combats et des implications globales des affrontements en cours. Autre chiffre, 543 ménages ne reçoivent aucune aide. À la frontière entre le Sénégal et la Gambie, ce sont les mêmes familles, explique un habitant de la région. De nombreux villageois sont souvent accueillis chez leurs parents dans le sud de la Gambie. Mais peu d'informations filtrent sur le déroulement de l'opération militaire en cours au Sénégal. Depuis près d'une semaine, des témoignages font état de bombardements aériens et de tirs à l'arme lourde dans le nord de la Casamance. À Dakar, l'état-major ne fait pour l'instant aucun commentaire sur le déroulement des opérations et n'avance pas de bilan. Ibrahima Traoré,
Cette opération fait suite à un accrochage survenu fin janvier entre des combattants séparatistes et un détachement sénégalais de la force CEDEAO en Gambie. 4 soldats avaient été tués et 7 autres retenus prisonniers jusqu'à leur libération le 14 février dernier. Merci beaucoup. Nouhoum Sissoko, l'Algérie rappelle son ambassadeur en Espagne pour consultation et signe de protestation suite au soutien affiché de Madrid à l'autonomie de Rabat sur le Sahara occidental. Bourama Traoré, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette brouille diplomatique entre l'Algérie et l'Espagne ? Tout est parti d'une déclaration du chef de la diplomatie espagnole, selon laquelle le plan d'autonomie du Maroc est la base la plus sérieuse et crédible pour la résolution de ces différends. Par cette prise de position, le gouvernement espagnol met fin à 47 ans de neutralité dans le conflit du Sahara occidental et la crise qui l'oppose au Maroc, selon un observateur. Une crise liée surtout à l'entrée massive d'immigrés irréguliers dans la ville de Ceuta en mai 2021, la fermeture prolongée au-delà des raisons sanitaires des frontières terrestres de Ceuta et Melilla, l'interruption du trafic des passagers à travers le détroit de Gibraltar. Signe de ce rapprochement des deux pays, le Premier ministre espagnol envisage de se rendre à Rabat pour une visite officielle sans pour autant préciser la date. Du côté du royaume chérifien, on se réjouit de ce soutien important. Le pays espère avoir davantage de soutien sur un plan d'autonomie au sein de l'Union européenne et de l'ONU. Quant aux indépendantistes sahraouis du Front Polisario, ils se disent étonnés par ces revirements de la diplomatie espagnole. Ils déplorent également cette prise de position qui intervient dans un contexte de tensions, de guerre et de rupture du cessez-le-feu. En réaction à la décision espagnole, l'Algérie a décidé de rappeler avec effet immédiat son ambassadeur à Madrid. Va-t-on vers une crise diplomatique entre les deux pays, comme disent les Anglais, wait and see. Merci beaucoup, Bourama Traoré, pour toutes ces explications. Les services de sécurité russes alertent sur la dérive des mines disposées par les forces ukrainiennes en mer Noire après le déclenchement de l'opération russe en Ukraine. Mohamed Sangaré, bonjour. Bonjour, Ibrahim Traoré. Les services de sécurité russes n'excluent pas qu'elles puissent atteindre le détroit du Bosphore ou même la Méditerranée. Oui, Ibrahim, après le lancement de l'opération militaire par la Russie le 24 février dernier, la marine ukrainienne aurait installé des champs de mines aux abords des ports d'Odessa, d'Ochkavok, Ternochmosh et de Lukny. Une information confirmée par les services de sécurité russes FSB dans un communiqué. Ils affirment qu'il s'agit de mines vestutes notamment fabriquées dans la première moitié du XXe siècle. Poussées par le vent et le courant, les mines dérivent dans la partie occidentale de la mer Noire, évoquant leur état technique insatisfait, étant donné que les courants de surface en direction du sud prédominent dans les zones des ports ukrainiens. Comme vous l'avez si bien dit, la possibilité de la dérive de mines dans le Bosphore et ensuite dans les mers du bassin méditerranéen n'est pas exclue, souligne les services de sécurité russes. La convention sur la pose de mines sous-marines automatiques de contact interdit de poser des mines automatiques de contact ancrées qui ne cessent de représenter un danger en se détachant de leurs câbles. Un avertissement sur le danger que font courir ces mines a été diffusé par la flotte russe de la mer Noire le 18 mars dernier, selon le FSB. Ibrahim. Mais Mohamed Sangaré, la Russie annonce également de nouvelles frappes hypersoniques sur des infrastructures militaires ukrainiennes. Oui, tout à fait. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, des objets d'infrastructures militaires ukrainiennes ont été frappés par des missiles de haute précision à longue portée, a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, précisant qu'il s'agissait notamment des tirs de missiles hypertoniques. L'officiel russe a affirmé dans le détail que des missiles de croisière calibre lancés depuis la mer Noire avaient détruit des ateliers de réparation de véhicules blindés ukrainiens. Merci beaucoup pour toutes ces informations sur les opérations militaires russes en Ukraine. L'actualité des sports dans quelques instants.
Oui, le journal des sports, c'est avec vous, Famourou Djourté, bien installé. Hein. Très bien, Ibrahima Traoré. Alors, du foot avec Mohamed Magaïsouba, le sélectionneur national qui a dévoilé ce samedi la liste des joueurs maliens convoqués pour prendre part à la double confrontation contre la Tunisie en barrage qualificatif pour la Coupe du Monde 2022. En effet, une liste qui a connu deux nouveautés. Abdoulaye Doucouré, qui attendait depuis plusieurs années d'être convoqué avec la France, a finalement opté pour les Aigles du Mali. Le joueur de Everton figure dans la liste des 28. Almami Touré va également honorer sa première convocation. Par ailleurs, Magassouba a dû se passer de plusieurs éléments clés. Gravement blessé vendredi avec l'AS Saint-Etienne, Falaï Sako ratera ce grand rendez-vous, tout comme Adama Traoré Nos et El Bilal Touré. Le capitaine Hamari Traoré est suspendu pour le match aller pour cause de cumul de cartons jaunes lors de la phase de groupe. Le rassemblement des Aigles du Mali est prévu pour ce lundi. Quant à leur adversaire, les Aigles de Carthage de la Tunisie, ils ont commencé hier samedi avec 5 joueurs, dont un gardien de but, en attendant l'arrivée du reste du groupe ce mardi. Le match aller entre le Mali et la Tunisie se tiendra le vendredi 25 mars au stade du 26 mars. La manche retour aura lieu au stade Amadi Agrebi de Rades le 29 mars. Le sélectionneur de l'Algérie, Jamel Belmadi, s'est exprimé devant la presse un matin, au lendemain de l'annonce de la liste des Fennecs pour les barrages du Mondial 2022. Oui, le boss des Fennecs a commencé par une mise au point. Avant la dernière CAN, il y a eu des discussions. L'une d'elles portait sur l'après-CAN et notamment cette double confrontation. Ce qui avait été expliqué, c'est qu'un bilan allait être tiré après la CAN et qu'il aurait une incidence sur le futur regroupement. Chose qui a été faite, a expliqué le sélectionneur. Belmadi a rajouté ceci, je cite, « Ce n'est pas une liste de sanctions, mais une liste pour se qualifier à la Coupe du Monde. Il y a eu un échec évident, on se devait de réagir, pas en écartant des joueurs, mais en constituant une liste pour atteindre l'objectif. L'équipe a envie de se racheter, c'est ce qui nous anime. On veut être à cette Coupe du Monde, on a envie que pendant les 7 et 8 mois, qu'on soit dans cette euphorie, celle de se préparer pour cet événement. » Fin de citation. Le premier rendez-vous donc entre l'Algérie et le Cameroun, c'est le vendredi 25 mars, le même jour que le match du Mali, au stade Djapoma. 4 jours après, le 29, ils seront au stade Mostafa Tchaker d'Alger pour le match retour. Les compétitions africaines des clubs sont à leur 5e journée ce week-end. Et en Coupe de la Confédération, tous les matchs de la 5e journée se jouent ce dimanche. Pyramids d'Égypte, leader du groupe A avec 10 points, est déjà qualifié, se déplace en Libye pour affronter son dauphin Al-Ali Tripoli. Dans le groupe B, 3 clubs sont encore en course pour les quarts de finale. Le premier du groupe, Orlando Pirates d'Afrique du Sud, 9 points, va défier en Algérie. Le deuxième, la JS Saoura qui compte 7 points. Le dernier, Royal Leopards d'Eswatini, 0 points, accueille le troisième Al-Ittihad de Libye, 7 points. Dans le groupe C, toutes les équipes peuvent encore prétendre à la qualification. Pour les quarts de finale, Al-Masri d'Égypte est en tête avec 7 points, à égalité avec le TP Mazembe de la République démocratique du Congo. L'AS Auto du Congo occupe la 3e place avec 4 points et le Coton Sport de Garoua du Cameroun ferme la marche avec 3 unités à son compteur. Le groupe D est aussi serré comme le groupe C. 3 points séparent le premier et le dernier. Simba de la Tanzanie est en haut avec 7 points et l'US Gendarmerie du Niger, 4 points, occupe la dernière place. La SEC Mimosa de la Côte d'Ivoire et la Renaissance sportive de Berkane sont respectivement 2e et 3e avec le même nombre de points, 6 chacun. En Ligue des Champions, on connaît déjà 7 qualifiés sur 8 pour les quarts de finale avant la dernière journée. Après Wydad Casablanca et Petro Atlético d'Angola lors de la 4e journée, la 5e journée a permis de connaître 5 nouveaux qualifiés. Le Raja Casablanca, l'Entente Sétif d'Algérie, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, l'Espérance de Tunis et le CERS Belouizdad d'Algérie. Le dernier billet se jouera entre Al-Ali d'Égypte, double tenant du titre, et le Soudanais d'Al-Hilal lors de la journée dans le groupe A. Et quelques nouvelles en plus bref pour boucler cette actualité des sports. Et on commence par le football. À l'occasion de la 29e journée de Ligue A, le Real Madrid et le FC Barcelone ont rendez-vous au stade Santiago Bernabéu pour le Classico ce dimanche à 20h temps universel. Pour ce choc toujours très attendu, l'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti doit composer avec des forfaits de Karim Benzema et Ferland Mendy. En face, le coach barcelonais Xavi Hernandez est privé de Sergio Dest blessé.
En tennis, Rafael Nadal sera au rendez-vous de la finale d'Indian Wells. Le numéro 4 mondial a enchaîné la nuit dernière face à son compatriote Carlos Alcaraz. Nadal s'est imposé en 3-7, 6-4, 4-6, 6-3. C'est la 20e victoire en autant de sorties en 2022 pour le Mallorquais. Nadal affrontera en finale l'Américain Taylor Fritz qui est venu à bout de Andrei Rublev en 2-7, 7-5, 6-4. Et enfin en NBA, 4 matchs et 4 victoires à domicile la nuit dernière. Charlotte, Cleveland, Washington et Minnesota se sont imposés face à des adversaires de calibre plus ou moins important. Honneur aux Timberwolves qui ont signé une 4e victoire consécutive, 139 à 119 face aux champions en titre Milwaukee qui était privé de Giannis Antetokounmpo. Merci beaucoup Famourou Diorté pour toutes ces informations sportives. Focus santé. Saviez-vous que le renflement à un certain niveau peut être considéré comme une maladie? Oui, la pathologie est appelée rhincopathie. Une bonne connaissance des causes et des réponses à apporter permet d'atténuer un trouble dont les répercussions peuvent se révéler plus graves qu'on ne le pense. Focus santé en rediffusion, une réalisation de Baraki Sawatara. Généralement, le dormeur lui-même ne se rend pas compte qu'il ronfle. Très souvent, il est interpellé par l'entourage quand le bruit devient irritant et insupportable. Madame Koulibaly, qui a voulu témoigner dans l'anonymat, fait partie de ces lots. Quand mon mari ronflait, j'avais l'habitude de le réveiller. Un jour, il m'a fait savoir que je ronflais également, mais j'y ai pas cru. Au Mali, il n'y a pas encore de statistiques, mais selon une étude mondiale, 25% de la population ronfle. Dr Boubakari Guindo, spécialiste en otorhinolaryngologie ORL. Quand nous prenons cette population, nous ne parlons que de ceux qui sont en couple, parce que là ils savent, mais quelqu'un qui vit isolé, des fois, n'est pas pris en compte dans cette étude parce qu'il ne sait pas lui-même qu'il ronfle. Certains diront que le ronflement est signe d'un bon sommeil et profond. Oui, mais là, il s'agit du ronflement qui n'a pas d'impact sur la santé. Dr Boubakari Guindo, spécialiste en otorhinolaryngologie ORL. C'est un ronfleur occasionnel. Par exemple, après une activité sportive très intense, le patient est ainsi fatigué le soir. Cela peut se traduire par un affaissement des voies aériennes et ce monsieur se met à ronfler. Mais une fois qu'il se serait reposé, le ronflement aurait cessé. Mais en réalité, tout ronflement est mauvais, car cela veut simplement dire que l'air ne passe pas bien dans les voies aériennes, ce qui peut avoir une conséquence sur la santé. Madame Koulibaly. J'ai suivi une émission de santé sur ORTM concernant le traitement du ronflement. C'est pourquoi je suis venue. Dr Boubakari Guindo. Normalement, dans la gorge, nous avons des récepteurs qui sont sensibles au passage de l'air. Mais quand il y a une infection ou une masse qui est là, ces récepteurs se trouvent bloqués. Donc, quand il y a un affaissement, ces récepteurs ne transmettent pas normalement l'information du pharynx vers le cerveau. Il y aura un délai. Le cerveau ayant besoin de 8 litres d'air par minute va forcer pour faire passer l'air et ça va forcément mettre les parois du pharynx en mouvement et entraîner donc le ronflement. Le ronflement n'est qu'un symptôme de la rhincopathie. Elle constitue la forme la plus grave. Imaginez-vous, il y a des ronfleurs qui ont une intensité jusqu'à 85 décibels. 85 décibels, c'est comme une Jakarta qui ronfle. Et imaginez-vous en couple quand vos têtes sont à peu près à 50 cm. Son diagnostic est posé à travers des interrogations auxquelles le patient se soumet. Dr Boubakari Guindo. On vous dit, au cours de la journée, vous arrive-t-il de somnoler ou de vous endormir? Pour chacune des questions, chacune des situations suivantes, indiquez le chiffre qui correspond à votre fréquence de somnolence. Par exemple, on vous dit, je somnole pas. 0, je ne somnole pas. 1, faible chance de s'endormir. 2, chance moyenne de s'endormir. Et 3, forte chance de s'endormir. Alors, quelles sont les situations? Assis en train de lire. Est-ce que vous dormez? La personne me dira non, jamais, parfois, souvent, toujours. Alors, je note. En regardant la télé, donc, c'est un ensemble de questions et nous notons cela. Si la personne a 10, ça veut dire là déjà il y a un problème. En ce qui concerne le traitement, on en connaît 4. La première prise en charge est hygiéno-diététique, la deuxième est posturale, la troisième est prothétique et la quatrième est chirurgicale. Dr Boubakari Guindo. Ça veut dire avoir une bonne hygiène de vie, faire du sport,
éviter de manger gras, manger avant 19h si possible. La méthode posturale, c'est quoi? Éviter de dormir de préférence sur le dos. Ne pas dormir sur le dos. Dormir soit sur le côté ou sur le ventre. Nous avons ce que nous appelons le côté prothétique. C'est des prothèses. Voilà. Et enfin, nous avons ce que nous appelons la chirurgie. La chirurgie, elle consiste en quoi? Ça consiste à faire de la place dans la gorge. Le meilleur moyen de lutter contre le renflement est d'éliminer ou restreindre les causes. Typiquement, réduire sa consommation de tabac, éviter de boire de l'alcool ou perdre du poids. Et ce n'est pas un mythe, les hommes ronflent plus que les femmes. Focus Santé. 13h25, c'est donc tout pour cette édition avec à la réalisation Lassina Keita. La mise en onde est assurée par Absé Traoré. Grand merci à Bourama Traoré qui en assure la coordination éditoriale. Retrouvez dans quelques instants Fatou Diaby dans Rétro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine. Et à 19h30, la grande édition du soir. D'ici là, passez d'excellents moments en notre compagnie. Au revoir.